voulais qu'on continue encore dans espèce d'espace, mais dès que vous en avez marre, vous le direz, on, on arrêtera. Mais là, pour l'instant, moi, c'est vraiment cet atelier-là, le- de trouver dans espèce d'espace, comme on l'a fait la semaine dernière, là, avec cette espèce de déroulé linéaire dont je m'étais jamais servi, alors que le rapprochement avec le texte de Roubaud, par exemple, ou le texte de Novarina, ça induisait vraiment tout ce qui nous est venu, d'aller explorer des choses que je n'avais jamais fait. Et là, donc, j'ai pris le chapitre suivant dans l'ordre sur la ville. Allez, on va se regarder tout de suite en partage écran, mon espèce d'espace. Je pense que vous l'avez probablement, vous, de toute façon aussi, dans votre bibliothèque, parce que c'est vraiment un truc. Attends, on va se grossir un petit peu l'affichage. Et voilà, là, je pense que vous devez lire. Euh, on est chapitre la chambre, ça, c'était notre première séance. L'appartement, le déroulé du temps la semaine dernière. Et les portes qu'on avait fait aussi, là, après déménager, emménager, tout ça, c'est rempli de propositions d'ateliers et j'allais dire, il n'y en a aucune qui rate, c'est facile à dire comme ça. Escalier, mur, et on avait parlé des fenêtres, là, avec le fenêtre open space d'Anne Savelli, fenêtre de Beausier, tout ça. Et nous, on était parti sur cette séquence là sur le fait qu'il n'y avait pas de porte dans les appartements si voilà, mais un texte qui était très général. Il n'y a pas fenêtre, mais il y avait ces trucs de porte, mais bizarrement, il n'y a pas vraiment de proposition, sinon l'idée, quoi. Et nous, par contre, ce qu'on a, c'est tellement symbolique, c'est franchissement, et tout ce que ça ouvre comme mise en abîme de l'écriture, mise en abîme par rapport au fantastique aussi, que bon, c'est un régal à faire et quel que soit l'âge ou les conditions de votre public. L'immeuble, ça c'est la vie mode d'emploi. Peut-être ça vaudrait le coup qu'on retourne y faire un tour dans la vie mode d'emploi. La rue, j'ai laissé pour l'instant, mais cette semaine-là, je vais lire la rue Villain là, à Saint-Sulpice. C'est un truc, il y a tout ce truc là de travaux pratiques qui est une mine aussi. Essayer de décrire de quoi ça fait. Là, je voyais par exemple Xavier Georgin là sur Facebook là, qui a partagé là ce qu'il faisait cette semaine avec sa classe de quatrième en collège en banlieue. Ben, il jouait carrément à 1, 2, 3 soleil. On court, 1, 2, 3 soleil, on s'arrête et on décrit ce qu'on a pile dans son champ visuel et rien d'autre. Et on recommence, c'est ce genre de choses-là. Bon, malgré tout, la filiation Pérec, elle est indiscutable. Alors, les lieux, notes sur le travail en cours, le quartier, je passe vite, et on arrive à la ville. Alors, dans la ville, il y a évidemment des choses, là encore, à creuser très bizarres. Par exemple, dans ce sous-chapitre 5, là, il parle de Londres, et c'est hyper riche en propositions d'ateliers, parce que, elle dit, quand on arrive à la gare, en l'occurrence Saint-Pancras, ou de Heathrow, et n'importe quel aéroport, et le chemin qu'on fait de la gare ou de l'aéroport à l'hôtel, c'est la première fois qu'on découvre la ville et les signes deviennent complètement amplifiés et on a enfin c'est sous-jacent tout le temps dans son texte, on ne sait pas quoi regarder, etc. Et il y a ce fait que la première découverte soit plus intense, malgré la banalité des signes, ces expériences qu'on a tous ou toutes faites, que ensuite l'exploration beaucoup plus précise avec les musées, etc., etc. Et ça, je me souviens par exemple, c'est Philippe Cognier qui a fait comme ça une série de tableaux à partir de petites photos qu'il avait faites de l'aéroport de Mexico jusqu'au centre de Mexico. C'est infini comme euh,
enfin, cette idée-là, c'est la première fois qu'on découvre une ville et la pénétration radiale, juste basée sur ce qui nous dérange dans les signes ou ce qui rompt avec nos habitudes, alors qu'on ne sait quasi rien de la ville. Je vous jure que c'est là encore une mine d'atelier. Et le truc bizarre chez Pérec, c'est que oui, il arrive à l'aéroport. Mais il n'y a rien sur, par exemple, les textes de Allen Ginsberg ou alors les textes de Claude Simon sur l'approche de la ville en avion. Et moi, ça en était au point que je me disais que Pérec, quand il est allé aux US ou ses voyages à Londres, il n'avait jamais, il ne regardait, il y avait une trouille à regarder par la fenêtre, même pour l'ancien parachutiste qu'il était. Et il semble que non. Et bizarrement, dans Lieu, on a un texte incroyable où, dans l'approche de l'avion, hein, dans son premier voyage américain, elle est en train de rédiger des souvenirs de rues parisiennes. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de petits interstices où il y a des tas de propositions d'écriture à inventer. Du tourisme, là, l'idée de faire un faux guide Baedeker, par exemple, ça aussi, il y en a plein qui s'y sont risqués, voilà, d'écrire les opérations qu'on effectue lorsqu'on prend le métro, avec la même minutie que Baedeker pour le Londres en 1907. Essayer d'imaginer ce que deviendra Paris, c'est un drôle de truc parce que vous voyez, cette idée, par exemple, là, le Panthéon, le trancher verticalement, éloigner les deux moitiés de 50 centimètres. Hop là. C'était une idée c'est des textes qui sont dans la Révolution surréaliste. Et chaque numéro, ils avaient comme ça une espèce d'expérience collective où il y avait une vingtaine de questions. Et ils sont une bonne dizaine à y répondre. Et ces projets d'embellissement parisien, donc par celui-ci, scier en deux le Panthéon et écarter les deux moitiés de 50 centimètres, ça vient d'un de ces questionnaires dans le surréalisme au service de la Révolution vers 1933-34 par là. Et Pérec donne la source, si je me souviens bien, hop là, je reviens à la page d'avant. Ouais, mais c'est très vague. Certaines des propositions faites par les surréalistes pour embellir la ville. Mais un des mystères, c'est qu'en 1954, donc une vingtaine d'années avant, mais devenu complètement majeur, il y a tout ce qu'avaient fait les situationnistes autour de Guy Debord. Et cette idée-là, par exemple, du guide ou de se promener dans Paris en suivant le plan de Londres ou ces propositions d'embellissement de la ville de Paris. Et peut-être que d'ailleurs on ira y voir. Pérec a soit complètement ignoré Debord, mais toutes ses propres expériences dans les revues vers 58, 60, c'était tellement en opposition aux revues situationnistes que c'est difficile de croire qu'il pouvait l'ignorer. Mais en tout cas, ce truc très bizarre de proposer la même chose que Guy Debord, mais sans le citer, c'est une des questions aussi qui reste ouverte. Alors là, dans ce truc de la ville, on a ces choses comme ça qui sont là très riches pour l'écriture. Ce point, par exemple, on l'avait fait nous dans un cycle, je me souviens plus lequel, de travailler uniquement sur les points d'interrogation. Qu'est-ce que le cœur d'une ville, l'âme d'une ville, point d'interrogation. Pourquoi dit-on qu'une ville est belle ou qu'une ville est laide, point d'interrogation. Ça aussi, en collège ou lycée, ben bon, je vais pas donner de leçons là-dessus. On en a assez bavé à Truffaut, mais ce jeu des points d'interrogation, en tout cas nous, ce qu'on avait fait quand on avait croisé cette proposition dans un cycle, ça avait été aussi formidable. Ou ce genre de phrase, une ville, deux points, et puis on y va. Deux points, une ville, deux points, des. Là, on a à la fois le déclencheur, une ville, point,
deux points. Et il suffit d'écrire une ville et le deux points, on est déjà en train d'écrire. Donc on a juste à continuer. Et si vous dites aux participants, eh ben, deux points, après c'est le partitif, des, je vous assure que ça colle. Et par contre, moi, ce que je n'ai jamais utilisé, c'est le début de ce chapitre sur la ville, que je trouve en fait extrêmement banal. D'abord, ça commence par une négative, ce qui est jamais très très simple. Ne pas essayer trop vite de trouver une définition de la ville. Vous voyez, c'est comme s'il reculait avant d'ouvrir son truc avec ici là une ville de la pierre, du béton, ou méthode, il faudrait, ou bien chasser, etc. Cesser. Là, c'était comme s'il répétait ici, nous ne pourrons jamais expliquer ou justifier, la ville est là, etc. Mais le texte de présentation, lui, bon, il, il est banal, il n'y a pas moyen de le sauver autrement, mais en même temps, ce qui est bizarre dans Espèce d'espace, c'est que par son principe de premier ancrage sur tout début du livre, sur, hop là, sur ce qu'il est en train de faire, ben là où il écrit. Donc, avant-propos, je passe la page, et après la page, donc cette espèce de mise en abîme de l'écriture euh, et de la lecture ici, et même là, dans la page, il y a déjà la ville en puissance, le lit, la chambre, etc. Donc, c'est totalement centré sur lui-même en train d'écrire. Ce qui veut dire que sa ville, dans ce cas-là, elle est incapable de rompre avec ce cercle. Pardon, arrêtez le. Faut que je revienne. Espèce d'espace. Dans son propre système, la ville reste totalement centrée sur lui qui est en train d'écrire. Et donc, même si on est en 1973, c'est-à-dire juste au moment où se termine le World Trade Center à New York, mais c'est l'année où on boucle le périphérique, c'est l'année de la construction de la défense, c'est l'année où il se transforme complètement l'idée de banlieue. Mais chez Pérec, il n'y a pas de banlieue, il n'y a que le Paris intramuros. Et ensuite, il parlera de la campagne comme les Parisiens qui y vont le dimanche. Mais je n'en veux pas aux Parisiens, mais c'est vraiment deux pages très bizarres de Pérec sur la campagne. Mais on va poser les chaussures dans l'herbe mouillée. C'est aussi un truc très, très ambivalent. Mais donc, quand il dit la ville, c'est une idée qui, pour nous, est totalement limitée, puisque dès qu'on passe le périph', c'est plus la ville. Ce qui est évidemment aujourd'hui pour nous, les communautés de communes, les rocades et tous ces machins-là, mais ce qui est comme si espèce d'espace pourrait être totalement obsolète de ce point de vue-là. Par contre, il l'aborde très vaguement dans l'ombre. Reconnaître que les banlieues, mais le banlieue, lieu du banc, ça aussi c'est une idée qui était déjà obsolète par rapport à, je pense à Raim Koolhaas, là, New York Delirious, enfin tous ces classiques de l'architecture. Et il aborde quand même un vocabulaire. Par exemple, Cauteil fut longtemps à la campagne. C'était le cas aussi de Balzac quand il s'installe à Passy, là, dans ce qu'est la maison de Balzac aujourd'hui, rue Renoir. Bon, il y a la maison de Radio France, il y a tous ces trucs-là autour. On est complètement enserré dans le Paris intramuros urbain, mais si Balzac peut acheter cette baraque à Passy, c'est parce qu'à l'époque, elle est à la campagne. Et même l'Arc de Triomphe, construit par Napoléon, c'est comme la Grande Arche, des espèces de trucs qui sont hors la ville. Et ouais, l'Arc de Triomphe construit, etc., c'était plutôt l'équivalent du bois de Boulogne, mais c'était pas vraiment la ville. Et là, vous voyez, dans cette espèce d'ambiguïté, euh,
Saint-Denis, Bagnolet, Aubervilliers sont des villes nettement plus importantes, évidemment, que Poitiers, Annecy ou Saint-Nazaire. Et ça le reste encore plus. Mais typiquement, il est incapable d'aller au-delà de cette idée, même par rapport à plein de textes contemporains. Par contre, il établit aussi le vocabulaire avec la notion de faubourg et les rues, rue Saint-Honoré, faubourg Saint-Honoré, rue Saint-Antoine, faubourg Saint-Antoine, etc. Rue du Temple et faubourg du Temple, ça, c'est pour Thérèse. Et se souvenir qu'on disait jamais. Donc, c'est comme si de façon latente, il enregistrait une sorte de vocabulaire qui nous concerne au premier chef, c'est-à-dire nommer la question de la ville dans son territoire. Et si on prend, par exemple, euh, planté d'arbres, une promenade, un boulevard est à l'origine une promenade plantée d'arbres qui fait le tour d'une ville. Ben, l'autre tour ensuite, c'était les fortifs. Et c'est par la démolition des fortifs et toute l'histoire que représentent les fortifs qu'on construit le périph'. Et au-delà des fortifs, c'est une suite de forts. Moi, j'ai visité ceux de Saclay, mais c'est aussi à Bondy et dans plein de coins comme ça, tout autour de Paris. Après la commune, on installe des tunnels avec des forts, mais dont la fonction n'est pas de protéger Paris d'un siège ou d'une invasion, mais bien de pointer les canons sur Paris pour limiter toute idée de révolution. Et donc, ces cercles concentriques qui sont là. Et quand on construit la défense, c'est-à-dire pile au moment là où 2 ans avant l'apparition d'Espèce d'Espace, c'est-à-dire au moment même où lui écrit, on commence par faire un anneau circulaire. Et justement, l'anneau circulaire là, à sens unique qui fait le tour de la défense, qui est très curieux maintenant parce que la défense, les tours se démolissent et se reconstruisent. Par exemple, EDF, ils en sont à leur 3e tour. Donc, les tours se déplacent en spirale, toujours sur la même dalle, mais sans jamais pouvoir franchir. C'est juste maintenant, on a 2 ou 3 îlots, je sais plus quel bois de Veolia ou des trucs comme ça, qui enjambent maintenant et qui reconstituent des ponts urbains pour briser l'isolement de la défense, parce que maintenant, Courbevoie ou Beson, etc., ont besoin, ou Nanterre, ont besoin de cette porosité pour se développer. Et donc, on retrouve les ponts fortifiés du Moyen-Âge pour casser l'encerclement. Mais vous voyez, donc il fait pas du tout le rapport entre. Il établit un vocabulaire. Et espèce d'espace reste totalement pertinent pour tous ceux qui travaillent sur la question de ville. Et maintenant, j'arrive direct à ma proposition. Arrêtez le partage, mais je vais vite le reprendre. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire et tout ce en quoi on est concerné au premier degré par cette limite de la ville et de la non-ville. Alors, dans, en gambergeant là-dessus, j'ai retrouvé les trucs du lac de Emmanuel Salasque, ex-Pagano, mais j'ai retrouvé alors Jean Rollin, par exemple, justement, je crois qu'on va s'en servir dans le cycle là, éco-poétique dimanche. Tu sais qu'il y a dans les livres récents dans les livres non récents de Jean, il y a celui qui s'appelle Zona, où ils se donnent, et c'est des gars qui sont complètement lestés de leur Pérec au Parker. Dans Zone, il décide de faire le tour de Paris sans revenir une seule fois dans sa piole qui est dans le 18e, je crois, à l'époque. Et il fait juste de la triche une fois ou deux pour aller chercher ses factures, parce que ça remonte à bail. Mais Zone, c'est comment je peux faire le tour de Paris par la petite ceinture, en dormant dans des hôtels, même si c'est à 300 mètres de chez moi, mais par l'autre côté du périph'. Et qu'est-ce que c'est que ce voyage qui fera le tour de Paris sans jamais venir au centre de Paris? Est-ce que son approche de Sarcelles, par exemple, c'est des choses, moi j'ai fait plein d'ateliers là-dessus. Récemment, donc il y a ce truc qui s'appelle le pont de Beson, où il a sélectionné une dizaine d'endroits entre le Melun là, de l'ami Philippe Diaz, Pierre Ménard, et justement la nouvelle prison de Nanterre, ou plein d'endroits comme ça, un petit peu symboliques de la Seine. Et pendant 4 ans, en gros, il va
2 ou 3 fois par an dans chacun de ces lieux et il décrit ce même point dans son évolution. Et là, alors ça, c'est une technique où on isole une suite de points et il a réitéré là, cette année avec Bondoufle. La traversée de Bondoufle, si vous savez où c'est Bondoufle, vous avez de la chance, mais faites sur Google Maps et vous le trouverez. Et où le livre n'est pas centré sur ce bled qui est derrière Aulnay, mais vous savez, en permanence aller explorer Aulnay-sous-Bois, Cergy, vers Roissy et tout ça, à quel endroit l'emprise de la ville cesse et devient quelque chose qui participe encore de zones rurales, mais qui inclut encore tous ces éléments qui sont évidemment euh, des entrepôts, des autoroutes, des rails, des échangeurs, etc. Et comment se fait cette transition? Et je me souviens, moi, dans les 2 ans où j'avais bossé là, aux Beaux-Arts de Paris, d'un étudiant qui avait fait lui aussi comme ça un petit peu à la Rollin n'avait pas publié ces bouquins-là à l'époque, mais est-ce qu'il y a une frontière où on peut faire le tour de Paris à 10 ou 15 ou 20 kilomètres, mais sur tout le truc, en cherchant toujours à trouver l'endroit où cesse la ville pour devenir ce qui n'est pas la ville, qu'on peut appeler la campagne. Alors moi, je vais là maintenant, donc ça est posé. Je vais vous envoyer le PDF là, du petit passage de Pérec, mais sinon vous l'avez dans évidemment le bouquin facile à trouver. Et je vais vous mettre un autre texte qui va nous servir d'appui. Pierre Patrolin, Traversée de la France à la nage. Je ne sais pas qui parmi vous connaît ce livre de Patrolin. Ah bah ça tombe bien. Alors je vais l'ouvrir, lui. On va revenir à... Je quitte celui-ci. La traversée de la France à la nage. Ça y est, je l'ai. Et j'en ai juste pour une toute petite minute et on écrit. Donc, pas trop là, c'est évidemment, donc on est chez... Hop là, reviens là, toi, comme ça. Je voulais revenir au début. C'est sorti en 2012. Le titre déjà évidemment est magnifique. Et ce qui m'avait surpris, moi, c'est comment j'étais tombé dessus. Vous savez que sur le site, enfin le Jean-Paul Hirsch, qui est le directeur commercial, mais qui était le bras droit de Paul Tchaikovsky-Laurence et tout ça depuis oh là là, depuis bientôt, depuis 2010. En 2010, c'était déjà ça. Il a un petit appareil photo, le son est pourri. Mais à chaque fois qu'un livre sort, l'auteur vient faire son service de presse. Et là, ils se prennent 20 minutes ensemble avec Jean-Paul Hirsch et il fait parler les auteurs du bouquin qui sort. Et donc maintenant, il a 800 ou 900 vidéos. C'est une mine. Et j'avais été très surpris en découvrant Patrolin. Ce gars, c'était un gars qui faisait des documentaires, des films documentaires à l'époque, et qui est affecté d'un bégaiement totalement pas paralysant, et c'est surtout pas se moquer, etc., mais un rapport à la langue qui évidemment n'a rien, il n'y a pas de cause à effet ni de lien, mais ça m'avait vraiment happé dans son écriture, cette difficulté à aller nommer ce qu'il cherchait à faire, et je veux surtout pas faire le clown avec ça. Et donc le principe de la traversée de la France à la nage, c'est que si on part d'un petit ruisseau qui part ben là on est dans la Meuse, donc on est plutôt à l'arrivée ou quoi? Au moment de lancer mon sac dans la Garonne, on est aux sources de la Garonne. Voilà, donc effectivement, il y a un prologue qui est l'arrivée dans la Meuse à la frontière belge. Mais si on suit la Garonne de sa source, on va pouvoir remonter ensuite
par le Lot et on arrivera aux sources de Lot. Il y aura juste un endroit sur la ligne de partage des eaux où il y aura un champ à traverser. Ce sera la seule exception au livre. Et là, on se retrouve dans quasiment les sources de l'Allier. Et de l'Allier, on peut descendre vers la Loire, on peut remonter par un canal vers la Seine et de la Seine remonter par Compiègne, etc., vers la Meuse. Donc, c'est vraiment le récit d'une traversée de la France à la nage. Et ce qui est très curieux dans ce livre, c'est qu'une bonne partie, donc ce jeu avec la fiction, se fait par le futur. Sous moi, l'eau restera claire, par endroits plus profonde, sa teinte s'obscurcira. Et c'est admirable parce que pour une raison, c'est-à-dire que c'est évidemment il n'y a rien des implantations humaines qui puissent ignorer les structures d'eau, les villes qui n'ont pas leurs rivières. Bon, évidemment, il y a la Mende en Lozère, puisque la Lozère, c'est l'exception, c'est pas une rivière, mais ce rapport de l'eau et des implantations humaines, il est d'autant plus essentiel, évidemment, aujourd'hui dans nos occupations à nous, mais les villes aussi, comment elles bétonnent, comment on tourne le dos, comment en développant en se développant comme ville, on reprend, on mange comme ça l'eau et quel portrait de la ville se voit depuis l'eau qui la traverse et comme il traverse de la Garonne jusqu'à la Meuse, euh, la, la ville, évidemment, se construit petit à petit. On est dans des coins où ceux qui mangent s'arrêter sous un pommier et bouffer les pommes qui restent ou aller bouffer des pommes de terre qu'il a piquées dans un jardin. Et puis, petit à petit, se reconstruit la ville. Mais la ville, on la voit depuis ce à quoi elle tourne le dos, la rivière, et depuis, évidemment, l'altitude, enfin pas l'altitude, mais la hauteur zéro, c'est-à-dire que l'énonciation, elle se fait depuis quelqu'un qui voit la ville depuis la surface de la rivière. Alors lui, il a toujours ce futur, et petit à petit ensuite, il arrête le futur, et le passage que je vous ai mis, c'est, ça aurait pu être n'importe lequel. J'ai pris Vichy, Pleu sur Vichy et Pied Palmier. Là, c'est ce passage-là. Je nage au centre d'un bassin large régulier et tout ça. Et la silhouette du pont, des balises, un parking, et on arrive à un- ouais, le hall, un parking de supermarché, donc des trucs excessivement simples. Dans ce genre de littérature aussi, je pense que Laurent doit connaître euh, c'est ce gars qui s'appelait un gars qui s'appelle Jean-Jacques Salgon, qui a commencé par publier chez Verdier et qui à La Rochelle a fait un livre qui s'appelle Aux sources du Nil, les sources du Nil, c'est-à-dire au centre de La Rochelle. Il y a une écluse qui date de Colbert au XVIIe et un tout petit truc qui fait 2 mètres de large, qui traverse le jardin de la préfecture, contourne la préfecture et ensuite remonte, traverse la ville bourgeoise, ensuite traverse les cités, passe sous la rocade, arrive à des jardins potagers, et Salgon avait construit un récit là de 90 pages sur la remontée, là comme ça aussi, de ce ruisseau. Alors moi, où j'en suis, donc je vous ai mis donc l'extrait de Pérec sur la ville, et l'extrait de Patrola, là, il serait vraiment tout... n'importe quel chapitre aurait été ça. Et la proposition que je voulais vous faire, c'est euh, essayez-vous de construire ou d'installer un texte avec cette liaison matérielle. Elle peut être sur 10 mètres, sur 30 mètres, euh, entre ce qui est la ville et ce qui n'est pas la ville. Alors,
Ça peut paraître bizarre, mais c'est des enjeux qui, pour moi, sont tellement importants dans la mesure où l'interaction homme-nature, évidemment, elle est globale, générale. La campagne, ce qu'on nomme campagne, c'est aussi évidemment un rapport humain, une interaction humaine qui remonte à extrêmement longtemps. La clôture des villes, qu'on retrouve encore. Il y a un texte de Claude Simon là-dessus. Même les villes américaines, c'est-à-dire ou Québec ou au Québec, euh, on est dans la ville. Et puis tout d'un coup, ça y est, on n'est plus dans la ville. C'est la wilderness. Et la wilderness, on a 200 bornes, 300 bornes à faire avant de retrouver une autre ville. Et même quand on arrive dans des grandes villes comme Boston ou autre, c'est le skyline. On a l'impression d'une muraille. Et puis tout d'un coup, ça y est, on est dans la ville. Cette question-là, évidemment, elle est totalement changé en Europe. Le texte de Claude Simon lui parle plutôt de Moscou, comme ça, là où s'arrête Moscou. Donc ce thème de là où s'arrête la ville, mais il faut que je fasse gaffe parce que c'est le boulot que j'avais moi-même fait sur Nantes, mais d'essayer de prendre dans votre... Oh là là, il est vraiment temps que j'arrête. De prendre dans ce que vous connaissez bien, euh, c'est une toute petite, un espace où vous allez explorer cette jonction de ville et de non-ville. Et là, je veux dire, c'est ce que j'ai essayé euh, d'insister. Pérec pose le vocabulaire de ça de façon neuve. Par contre, lui est totalement incapable en 73 d'explorer ce truc-là, alors que la bibliothèque de livres qui maintenant, pour nous, pour les questions urbaines, mais aussi d'interaction écologique et tout ça, sont évidemment permanentes, quoi. Et que ce soit Patrolin ou Rollin, je voulais qu'on continue Pérec par ceux qui s'en sont servis, quoi. Donc pensez à ce type là des beaux-arts en cinquième année, comme Johan vient d'échapper, euh, qui décide de faire le tour de Paris en essayant d'être toujours à chercher est-ce qu'il y a une frontière et comment elle s'exprime, ou on est sans cesse entre où la ville s'arrête, ou une autre interaction commence. Je ne sais pas comment ça peut valoir pour Guadeloupe, etc. Mais c'est sûr que ce qui s'est passé cette semaine dernière en Martinique, cette clôture de ville, elle existe complètement aussi. Voilà, prenez le truc de Patrolin. Vous n'êtes pas forcé d'aller nager dans les rivières, mais euh, dans un, d'aller travailler dans ce qui vous entoure ou ce que vous connaissez le mieux, sur cette frontière entre les éléments de ville qui se décomposent, qui peuvent être aussi normalisés qu'un parking de supermarché ou un échangeur sous une rocade. Il y avait, si je continue, normalement, vous devriez tous vous débrayer à mesure que je continue de parler. Et moi, je m'arrête de parler que quand j'ai des cases noires. Il y a ce livre de Philippe Vassé qui s'appelait, il y avait Blanc dans le titre, euh, où son idée, c'était de proposer, il avait repéré sur la carte IGN de Paris, mais ça remonte maintenant ouais, vers 2005-2006, un livre blanc, ça s'appelait. Et il avait repéré toutes les zones dans la carte IGN qui n'étaient pas définies. Par exemple, à Duny, la base militaire qui contrôle les missiles et les trucs sous-marins. Et bon, et il voulait qu'on soit une dizaine à se charger chacun d'un truc comme ça. Puis moi, je lui ai dit, mais non, Vassé, c'est à toi de le faire tout seul. Et dans un livre blanc, on a 14 explorations où il part des fois en kayak, où il passe des barrières ou des trucs comme ça pour entrer là où la ville elle-même inclut des zones blanches. Enfin, c'est partie des classiques aussi des trucs. Voilà, cette fois j'arrête. Et c'est pas forcément en allant loin, c'est vraiment en travaillant, penser à
comment Kafka, quand il travaille tout le temps sur les sorties de village, ou pensez au début du château, une route le soir, un pont, puis de l'autre côté du pont, une auberge, carrefour, car il y a ça tout le temps dans Maigret aussi, la nuit du carrefour chez Maigret. Quelque part, une instance est urbaine, une autre instance ne l'est pas. Est-ce qu'on peut travailler sur cette frontière? Et là, tout espèce d'espace devient outil. Voilà, je m'arrête exprès. Pareil, on se donne, disons, à 20h45, on commence à lire. Donc, vous m'envoyez à partir de 30, dans 50, ouais, de 8h30, ça fait 40 minutes. Disons qu'entre 40 et 45, moi, je reçois les textes et je les mets en ligne à mesure comme on fait d'habitude. Et je vous assure que ça peut être considéré comme rude, comme exercice, mais c'est parce que c'est rude que c'est central. Bon appétit, Gilda.